Et puis, ce qui me paraît fondamental, dans une ville comme Lyon, c'est que moi je considère les archives comme le trésor de la ville. Un peu trésor des Templiers, un peu caverne d'Ali Baba, où on trouve des tas de choses. Et même le hasard fait que des choses que messieurs et mesdames et messieurs les archivistes n'avaient pas vues, au hasard d'un dossier, bon, il est tombé comme ça. Bon, et parti le marché, quand on a commencé à travailler là-dedans, c'est passionnant. Enfin, on est heureux d'avoir un service public qui conserve justement des documents qui concernent la vie de la ville. Donc ça c'est et c'est très important que ceux qui vivent à Lyon le sachent. Parce que là, ça fait partie de la construction de l'identité lyonnaise. Maintenant, cette histoire qui me reste là, de la piste de la Saran, ça a une valeur, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, ça a été tellement... Les articles de presse qui sont dans le dossier le prouvent, les pour, les contre, la bagarre qu'il y a eu à cette époque, qui n'a pas empêché quand même que pendant 11 ans, les gens ont fait du ski. Et on a appris, tous les après-midi, les écoles passaient à tour de rôle pour venir apprendre à faire du ski. C'est quand même une satisfaction. Oui. Et j'ai tout un dossier avec photos, avec articles de presse, même administrativement le nombre d'entrées sur la piste que je possède et que j'offre justement aux archives. Et par exemple, j'ai remis dans la deuxième livraison de 2006 toutes les œuvres concernant le métro de Lyon vues de mon côté. Parce que du côté de la société, il y a aussi des tonnes d'archives qui ont été, elles, souvent microfilmées, notamment tous les plans, des marchés, des tas de choses. Moi, je n'ai conservé que des choses très personnelles. Très personnelles. Et les documents relatifs à la rédaction de mes deux bouquins, qui s'appellent l'un La Grande Traboule et l'autre Les Charmes de Magali, ces deux bouquins, j'ai eu des recueils de documents que j'ai classés, qui correspondaient à tel et tel chapitre. J'ai tout remis en bloc avec les éditions successives, les corrections, etc. J'ai pensé que c'était intéressant, ça aussi. Moi, ce qui me paraît essentiel dans le fond des archives, c'est de montrer l'évolution de la pensée des hommes et les progrès que cette pensée fait. Et ça, on ne le voit on ne le voit qu'aux archives. Parce que les textes, on voit la progression de la langue, on voit la progression de l'échange de la langue, on voit la progression des techniques, les changements des termes techniques, etc. C'est assez passionnant, quoi. Faire un tri, c'est déjà prendre parti, et il y a des choses qu'il a écrites qui sont qui seraient actuellement impubliables parce que ça semblerait vraiment très rétrograde. Hein. Parce que, bon, on va y revenir toujours, mais il a écrit notamment un livre qui s'appelle L'éducation de l'amour, si vous voulez. Mais qui est un livre que maintenant vous verriez mieux dans une bibliothèque de chrétiens rétrogrades intégristes que dans une bibliothèque de quelqu'un qui, sans être un progressiste, mais quand même était un homme de progrès, qui voulait toujours avancer, et même dans ses rapports avec l'Église, qui ont été quelquefois orageux, c'était toujours pour avancer. Mais ce bouquin-là, maintenant, ne pourrait plus. Il est complètement anachronique, pas question d'une contraception quelconque. On était 12, c'est pas pour rien. Hein. Heureusement qu'il y avait l'allaitement maternel, autrement on serait 18. Mais voilà, donc si je fais un tri, je suis partisan, ce n'est plus un dépôt valable. Parce que pour un historien, par exemple, qui voudrait refaire une histoire de la contraception, si vous voulez, comment c'était pensé
il y a dans les années 38, même 50, comment ces problèmes-là étaient conçus. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on en a actuellement, les possibilités actuelles et même la conception même de c'était l'époque où il fallait faire des enfants. Donc, je n'ai pas voulu faire de sélection. Et donc, il y a eu ce livre-là qui est suranné. Il y en a d'autres dont j'ai donné les textes et qui avaient été bloqués par la censure ecclésiastique. Où vous savez, il y avait à l'époque l'imprimature. Et l'imprimature, c'est-à-dire autorisation d'imprimer, qui était demandée au vicaire général, qui transmettait ça à un collège de théologiens, etc. Et il a eu comme ça des livres qui étaient refusés. Vous voyez. Donc on a les deux choses. Mais moi, j'ai mis ces textes quand même. Hein, parce que c'est quand même très intéressant de savoir pourquoi c'était refusé et dans quelles conditions. Voilà. Hein. Donc, je n'ai pas fait de tri, j'ai donné pratiquement, j'ai même donné des lettres très personnelles. J'hésitais un peu, parce que mon père était souvent absent, parce qu'il avait une clientèle à Paris en même temps. À l'époque, on pouvait avoir deux... Et il passait une semaine, pratiquement une semaine par mois à Paris, et il écrivait matin et soir à son épouse. Et ces lettres, elles contiennent toute une série de renseignements sur les rencontres qu'il fait à Paris avec un certain nombre de personnalités, du genre des personnalités de la chronique sociale, des semaines sociales, éventuellement de certains militants politiques, etc., ou d'autres médecins qui travaillaient un petit peu dans la même idée. Donc c'était intéressant quand même de trouver dans ces lettres quelques renseignements très, très pertinents, très précis, quoi. Voilà. Donc j'ai tout donné. Hein. Parce qu'il y a plusieurs personnes, je crois, qui ont fait partie de la chronique, qui ont laissé aussi leurs archives aux archives municipales. Donc ça fait un tout encore plus important et qui permet d'aller des uns aux autres et de se faire une histoire plus importante, quoi. Enfin, de faire la liaison entre tout ça parce que quelquefois, je me dis, quand on entend les historiens, à partir d'un texte, tirer telle conclusion et qu'on a vécu la période, quelquefois, on se dit, mais c'est pas comme ça que c'est passé. C'est pas du tout comme ça. Mais bon, il y a toujours une interprétation à partir des documents. Mais si les documents n'existaient pas, il n'y aurait même pas d'interprétation, alors ma foi. Il faut garder les papiers parce qu'ils sont en exemplaire unique et une fois qu'ils seront disparus, mais ils seront disparus à tout jamais. Oui. Puis ça permet aussi quelquefois de démolir des légendes. Les légendes, c'est facile à construire, ça embellit toujours la réalité. Et puis les archives, quelquefois, elles sont plus terre à terre et elles disent la vérité telle qu'elle est, et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Oui. Donc, on accumule. À Lyon, on dit qu'on accumonselle, d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup accumonscelé. Maintenant, c'est le rôle des archivistes de faire le tri là-dedans. Et je ne suis pas sûr que tout ce que je leur ai donné soit intéressant. Ce qui est entendu, c'est que tous les étudiants, par exemple, qui font des travaux et qui demandent l'autorisation de regarder mes archives, on me le demande et je donne l'autorisation. Et puis quand j'aurai disparu, ils feront ce qu'ils voudront. Enfin, quand ma femme et moi auront disparu, les archives feront ce qu'elles voudront. Mais je me pose des questions aussi. Est-ce que quand les archivistes sont très respectueux vis-à-vis des gens qui leur donnent des archives, donc sans doute pensent-ils qu'il faut tout conserver. Moi, je pense qu'il y a des moments où peut-être il faudra qu'ils se débarrassent d'un certain nombre de choses.